Très bien, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui va porter sur comment diminuer les incidents. Parce que on verra que ça intervient, il y a des actions qui peuvent intervenir à tous les niveaux pour éviter de se retrouver submergé. Donc ça, c'est le sommaire. Je vais pas tout lire, mais on va juste définir ce que c'est un incident. On va donner des exemples, les étapes clés, que ce soit avant, après et pendant. C'est pour ça que j'ai décliné ça ici aussi. Donc avant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme contrôle pour limiter la survenue d'incidents plus tard? Pendant, comment on peut rétablir le plus rapidement possible le service en diminuant, en essayant de diminuer le temps passé sur quelques étapes. Et enfin, comment éviter la reproduction? Une fois que l'incident est arrivé, qu'on l'a résolu, comment faire pour éviter qu'il se reproduise? Donc, qu'est-ce qu'un incident? Il y a plein de définitions, il y a utile, pas utile, je vais vous passer ça. Mais en gros, c'est un événement qui perturbe ou interrompt un service informatique. Puisqu'on est dans l'IT, j'ai ajouté ça dans la définition. Donc, je vais vous donner deux exemples. Il y a déjà eu une panne nationale en France. Ça, c'est des exemples récents. Je n'ai pas pris les dates, mais j'ai pris des trucs assez récents. Donc, ça doit avoir une année, 2 ans grand max, hein. Donc là, il y avait une panne nationale qui a impacté le paiement par carte. Donc ça, c'est un article qui était paru dans la presse de la ville de Reims, mais ça a touché toute la France. Celui-là, donc ça a impacté carrément, ça a entraîné la fermeture temporaire de plusieurs restaurants McDonald's dans le monde. Donc on comprend pourquoi certaines entreprises n'hésitent pas à créer, ne vont pas hésiter à créer un pôle spécifique pour améliorer la gestion des incidents. Parce que voilà, fermeture de restaurants ou ne pas pouvoir payer par carte bleue, ça représente beaucoup de pertes. Est-ce que vous avez des exemples d'incidents, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, vous avez déjà été impacté? Je sais que des fois, il y a des problèmes, il y a des fois les écrans de tout ce qui est transport en commun, RER, c'est pour ceux qui ont habité en région parisienne, des fois ça marche pas. On sait même pas c'est quand le prochain train qui arrive, on n'a pas de visibilité, ce genre de choses. Vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment pénalisé? Ou non, les services que vous utilisez, les services digitaux que vous utilisez sont plutôt stables? Pas tous à la fois, hein. Non, des Non, fois, coupure d'exemple. de réseau téléphonique. Ouais, Mhm. classique. Surtout quand il s'agit de SFR. Ok, ouais, ouais, c'est vrai, télécom, ouais, ouais. On en a eu un là dans la société. Ils pouvaient plus utiliser là, on en a souvent, hein. Des fois, c'est l'Amérique du Sud, des fois, c'est l'Afrique. Bizarrement, là, en ce moment, c'est vrai que c'est plutôt des coins un peu reculés. Donc, j'imagine que c'est les fournisseurs de services là-bas qui manquent un peu d'engagement au niveau engagement de service. Je pense qu'ils sont peut-être pas aussi challengés que ici. Voilà pour les exemples. Ok, comme quoi, ça peut vous toucher vous aussi. Là, j'ai mis la chronologie. On va essayer de faire quelque chose que j'ai pas trouvé perso, le format que je vais vous faire. En tout cas, attaquer le fait d'essayer de diminuer le nombre d'incidents sous cet angle, je ne l'ai pas vu, hein. Sur le net, il n'existe pas, donc j'essaie de faire quelque chose d'assez utile, même pour moi, pour vous. Vous compreniez? Donc, avant déjà l'incident, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent pendant et des choses qui se passent après. Donc, les 3 prochaines grandes sections qui vont être revues dans cette présentation, ça va vraiment concerner avant, pendant et après. Et je remettrai ce slide à chaque fois
pour que vous sachiez où on en est. Donc dedans, juste rapidement, hein, il y a, quand on commence à développer une appli, on a un PO parmi nous. Donc si je dis des bêtises, n'hésite pas, c'est pas mon domaine. On a plusieurs étapes avant que ça passe en production et que ça puisse être ouvert, le service puisse être ouvert à tous les utilisateurs. On a une partie monitoring qui permet de détecter l'incident avant qu'il ne se produise. Pendant l'incident, on a plusieurs étapes, détection, vérification. J'ai mis un peu il y a de l'anglicisme, hein, désolé, mais vu que je travaille en anglais et que c'est mes sources, c'est un peu compliqué de mettre que du français, mais voilà, la réaction, la réponse apportée à l'incident et la résolution. Donc ça peut prendre un certain temps aussi. Ensuite, il y a le retour à la normale avant que l'incident ne se reproduise. On va voir ça dans les prochaines slides. Donc on commence par les contrôles en amont. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'un incident ne se produise? Donc là, on est ici. Comme je vous avais dit, on va passer par toutes les étapes. Donc on est ici, on va commencer par le développement de l'application. Avant même qu'elle soit ouverte à tout le monde et que vous sachiez que toutes les applications que vous utilisez, à un moment donné, elles ont été en cours de développement, puis elles ont été ouvertes qu'à un certain nombre d'utilisateurs, et après, ça a été ouvert à tout le monde et vous avez accès. Donc là, on va regarder un peu ce qui peut se faire ici, en commençant par cette partie plus précisément. Donc, avant même que l'application n'ait de mise à jour, il faut déjà la mettre en service. C'est le seul, pour info, c'est le seul slide où il y a beaucoup d'écriture, parce que j'étais obligé de lister. Tous les autres, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'images. Donc en fait, je suis en train de je vais vous démontrer. En fait, j'aurais pu mettre ce slide avant l'autre. Ouais. On va commencer par celui-là plutôt. Donc, ouais, on va commencer par celui-là. Donc, une application, imaginons que, OK, là, il y a eu l'accord pour les fonds, etc., pour la commercialiser plus tard, pour la faire fonctionner, etc. Donc là, on passe, il y a l'équipe de développeurs qui bosse sur l'appli. Eh ben, lors du test du code, lors lors de l'écriture du code, et si on ne remarque pas ça dans les tests, si on ne remarque pas que le code, par exemple, est non optimisé ou est mal écrit, on peut avoir des mauvaises perfs. Perso, je l'ai vécu. J'ai eu des incidents dans ma précédente expérience où on avait des incidents récurrents et c'était dû à un code qui n'était pas bien écrit ou optimisé. Et donc, je vous laisse imaginer les corrections à apporter quand il y a un incident. C'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça, même quand on construit une maison, on dit toujours essaye de la construire tout de suite, surtout les fondations, etc. Essaye de faire en sorte que tout soit carré parce que revenir dessus après, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, dans notre cas, l'équipe qui avait même conçu le code, il n'était plus là. Donc, je vous laisse imaginer les nouveaux développeurs pour se replonger dedans, etc. Donc, c'était une appli qui était instable tout le temps. Ensuite, en UAT, ça peut aussi jouer pour plus tard parce qu'il y a des exigences, il y a un cahier des charges. Donc, il faut que en UAT, donc les tests d'acceptation utilisateur, soient faits de façon vraiment complète. Parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, là aussi dans mes expériences, qu'il n'y ait pas tous les scénarios qui étaient testés. Dans mon expérience actuelle, la dernière fois, c'était il y a quelques semaines seulement, une application de réservation, de booking. Quand deux agents ouvrent le booking en même temps, ouvrent un même booking en même temps, ça provoque une erreur et ils ne peuvent plus enregistrer les modifications ou valider ce qu'ils ont saisi. Donc typiquement, ça n'a pas été prévu ici. Ensuite, au niveau de la pré-production, le staging, juste avant que le service soit ouvert à tous les utilisateurs,
on va le tester, on va simuler l'environnement dans lequel cette application va évoluer. Donc, un environnement avec des serveurs, un réseau, etc. Mais qui va être vraiment limité à un certain nombre d'utilisateurs. Et là, ça va permettre de faire des tests de performance. Là aussi, c'est très important parce que si ces tests ne sont pas faits ou sont mal faits, on peut se retrouver avec un incident plus tard, lorsque l'application est disponible à tous les utilisateurs ou lorsqu'il y a un pic d'utilisateurs qui se connectent, ben, on a des problèmes de performance ou d'indisponibilité. Un autre paramètre qui va être utile plus tard, c'est ce qu'on appelle le rollback, c'est-à-dire le retour arrière, c'est-à-dire lorsqu'on fait une mise à jour ou une modification sur l'appli ou même quand on la met en service, qu'on puisse faire un retour arrière si jamais on constate qu'il y a des choses qui clochent, pour avoir bien le temps de régler ça tranquillement et de redéployer l'application. C'est surtout pour les mises à jour, bien sûr. Et le failover, c'est donc la solution de secours, c'est si jamais on fait une opération et que ça ne fonctionne pas, on fait une mise à jour, ben, il y a la possibilité de revenir tout de suite à la précédente version de façon quasi instantanée pour que ben, ce soit transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur ne voit pas qu'il y a eu un problème au niveau de l'application et celle-ci reste disponible. Enfin, en production, ça s'est arrivé aussi très récemment ce cas pour moi, il y a quelques semaines. Quand on fait MEP, ça veut dire mise en prod. Donc, quand on fait une mise en production, donc quand on apporte une modification à une application, quand on la met à jour, eh ben, c'est très important de tester tout de suite après si ça fonctionne et de tester vraiment de façon complète. Donc là, dernièrement, il y avait un changement au niveau réseau sur ce qu'on appelle le DNS, donc la résolution du nom de domaine, où là, l'action, c'était de changer cette résolution de nom de domaine pour la renvoyer vers un hébergement cloud, alors qu'avant, c'était sur du on-prem. Eh ben, les personnes qui ont fait la mise en production n'ont pas testé si ça marchait correctement. Et ça a été fait jeudi soir ou vendredi, je ne sais plus. Et lundi matin, ben, les gens, en se connectant, se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Donc, c'était très simple à éviter cet incident. Il fallait juste tester correctement après avoir mis en service, même si on finit à 20 h, parce que je crois que l'équipe va terminer tard. Je reviens sur l'arrière. Et ça, c'est des autres contrôles qui vont être effectués. Ça va être un dernier contrôle. Ça, c'est plutôt lorsqu'il y a des grandes modifications sur une application ou qu'une grosse application va changer, par exemple, va passer d'un modèle legacy à un modèle cloud. Et ben là, on va avoir une checklist exhaustive. Et je vais vous montrer que cette checklist, avant le passage en production, eh ben, on va voir qu'à l'intérieur de chaque domaine, eh ben, ça va être vraiment, et dans chaque domaine, il y aura quelque chose qui peut être utilisé ou qui peut dégrader pendant un incident. Par exemple, au niveau du backup et du recovery, la sauvegarde, eh ben, si on n'a pas un plan de backup clairement défini et efficace, ben, on risque de perdre des données en cas d'incident. C'est-à-dire que si la sauvegarde incrémentale ne fonctionne pas ou qu'elle est mal configurée, ben, au lieu de revenir à des données d'il y a 2 jours ou un jour, on va devoir revenir à des données d'il y a une semaine ou plus. Donc, ce sera des données obsolètes. Donc, c'est très important d'avoir une politique de sauvegarde, de backup, donc, ici. Donc ça, vous pouvez voir que pendant un incident, on va utiliser ces backups. Donc, c'est très important d'avoir un bon backup avant de passer une application en production. Au niveau du configuration management, donc là, il y a un petit schéma. Donc, on voit que ça parle de base de données, de fichiers, de réseaux et de serveurs. La CMDB, c'est ce qui va, en fait,
plutôt mettre à jour la CMDB avec tous les assets, c'est-à-dire tous les équipements, tous les services, ben, ça permet de, lorsqu'il y a un incident, que ces composants remontent dans les tickets et on puisse plus rapidement activer les équipes pour la résolution. Pareil, les SLA, ils doivent être configurés, les engagements de service, ça doit être configuré bien avant de passer en production pour qu'on puisse avoir un niveau d'engagement à la hauteur de la qualité requise pour l'application. Plage de maintenance aussi, on met en avance, on va savoir quand est-ce on met en place les plages de maintenance. Est-ce que c'est durant le week-end? Est-ce que c'est durant les mercredis soirs? Je ne sais pas, la nuit? C'est important parce que si ce n'est pas clair, ben, il n'y aura pas de message pour les utilisateurs finaux. Donc, ils penseront que leur application ne fonctionne pas. Ils n'auront pas un message d'excuse, par exemple. Les groupes techniques aussi doivent être très bien renseignés puisque on puisse savoir lorsqu'il y a un incident qui contacter, qui prend en charge, parce que chaque application ou chaque service, chaque équipement ben, a des équipes dédiées pour pouvoir le réparer s'il a un souci technique. Pareil pour les batchs, on doit savoir quand est-ce que les batchs se lancent, donc c'est des traitements informatiques. Si on les lance la nuit, faire attention qu'ils ne rentrent pas en conflit avec d'autres traitements ou d'autres opérations. On a le cas assez régulièrement. Ben, la dernière fois, c'était une mise à jour d'une application qui s'est fait au même moment où une base de données requêtait cette même application. Donc, elle vient solliciter une application et pendant ce temps, ben, il y a des traitements qui tournent en même temps. Donc, ça a fait planter l'application vu que ah oui, en fait, c'était une mise à jour qui a eu lieu pendant des batchs et pendant la mise à jour, l'application que sur, fonctionnait que sur un seul serveur et donc il n'a pas pu supporter la charge et puis l'application est devenue indisponible. Le DRP, le Disaster Recovery, j'ai mis une flamme ici. Tout simplement, le DRP, lorsqu'il y a un événement imprévu et que le data center est touché, il faut une solution de repli. Très important. Donc, est-ce que l'application fait bien partie du Disaster Recovery Plan? Le monitoring, mettre en place des dashboards de surveillance pour les applications, pour l'infra, etc. Mettre en place des alertes lorsqu'il y a un incident, il faut que ça remonte en alerte. Des créations de tickets automatiques. Des groupes, donc j'ai mis SN ServiceNow pour les outils de ticketing, pour les rattacher au bon groupe quand un ticket est généré qu'il atterrisse dans la bonne file. Les escalades en HNO si jamais il y a un problème la nuit ou hors des horaires de travail des équipes, ben, il faut pouvoir avoir des astreintes pour remédier à ça. Le release management, donc avoir une idée claire des déploiements, quand est-ce qu'ils se font, les sprints, savoir si on les espace ou pas, pour avoir une stabilité avant de mettre une nouvelle couche par-dessus. La sécurité, le renouvellement des certificats, il suffit qu'un certificat soit expiré pour rendre une page complètement indisponible. Une page ou un service complètement indisponible. Donc ça, c'est un quick win, mais il faut avoir les responsabilités bien définies et des alertes qui remontent en cas de certificat expiré. La transition, lorsqu'on passe en production, on peut mettre en place des game days. On va simuler des incidents sur la plateforme avant qu'elle soit ouverte au public pour voir comment les équipes réagissent et si on est assez efficace pour établir le service. Les décommissionnements doivent être gérés aussi dans cette phase de transition. Ne pas faire de décommissionnement sauvage puisque ça peut entraîner des impacts business. Tout doit être documenté. Et le modèle de support, donc les DEX, documents d'exploitation, savoir comment fonctionne l'application et comment la rétablir si elle a un souci. Et je vous saoule plus avec les écritures. On passe à la gestion des changements. Donc ça, c'est un autre point de contrôle avant le passage en production. Tout simplement, une fois que toutes ces étapes sont passées,
et sont prêtes plutôt, la pré-prod, etc., on va passer par le change management qui va valider avant le passage en production. Donc, le change management, en quoi il va nous servir côté incident? Donc, les premières étapes, on fait une demande de changement, on crée la demande de changement, pardon. Ensuite, on analyse l'impact. Ensuite, une autorité va venir approuver ou désapprouver le changement. Le changement sera implémenté, sera mis en place et on va faire le bilan. Premièrement, une fois qu'on crée le changement, ça va le tracer. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura un incident, on pourra savoir ce qui a été effectué pendant le laps de temps ou juste avant que l'incident se déclare. Donc, on peut identifier d'où peut venir l'incident, sachant que la grande majorité des incidents sont dus à des changements, ce qui est logique. Si on touche à rien, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne plus, bien sûr, sauf l'usure de certains équipements, infrastructures ou une modification du comportement des utilisateurs qui n'a pas été prévue. Mais sinon, bien sûr, on va limiter la casse. Donc, le fait de le tracer, c'est très important pour nous côté incident, puisqu'on va pouvoir tout de suite remonter à ce qui a pu clocher. Et on peut savoir exactement les actions qui ont été effectuées durant ce changement. Donc, on peut savoir quelle action est problématique. Deuxièmement, l'analyse d'impact. Très important aussi, puisque celui qui va faire ce changement va évaluer son changement. Il va savoir si son changement va provoquer une coupure de service, une dégradation du service, ou même une micro-coupure. Et donc, on va pouvoir informer les utilisateurs que pendant telle heure à telle heure, il y aura une maintenance, vous ne pourrez pas accéder à certaines fonctionnalités, ou tout simplement, lorsque ça arrivera, ils auront un message d'excuse pour dire désolé, notre place est nos services sont en maintenance, vous pouvez vous reconnecter d'ici quelques minutes. Donc ça, c'est important parce que si ce n'est pas fait, eh ben, les équipes vont procéder à un changement en pensant qu'il n'y aura pas d'impact et à la fin, l'application devient indisponible. Donc nous, on prendra le relais. Donc c'est très important cette partie. Troisièmement, l'autorité qui approuve ou qui refuse le changement, elle est là pour contrôler. Donc si quelqu'un a raté quelque chose ici, eh ben ici, l'autorité va pouvoir faire un deuxième contrôle. Et aussi, c'est important puisque à partir du moment où le changement est approuvé, on va pouvoir communiquer aux équipes techniques qu'il y aura un changement durant cette période. Donc, si on voit que l'application est indisponible, l'équipe technique qui est en charge de la maintenance et des actions de résolution sur l'appli, les équipes techniques vont savoir que, OK, c'est normal que l'application ne fonctionne pas, puisqu'il y a un changement qui a été prévu, les utilisateurs sont prévenus, pardon. Une fois l'implémentation du changement effectuée, il y a la revue, le bilan, on va dire si ça s'est bien passé ou pas. Et là, ça va permettre de déceler quelque chose. Donc, l'équipe qui a appliqué le changement, les DevOps, les développeurs, les sysadmins, etc., vont pouvoir déceler s'il y a quelque chose qui cloche et donc pouvoir ouvrir un incident. Donc, ces 5 étapes sont vraiment importantes. C'est là qu'on voit que tout est lié. Ensuite, le monitoring, juste avant l'incident, si on est assez proactif, si on a mis les bons outils, on peut détecter avant même que ça ne se produise et l'éviter. Je vous mets l'image en grand. Donc ça, c'est Dynatrace, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment en termes de monitoring à ma connaissance. Peut-être qu'il y a de meilleures technologies, mais de par mes précédentes expériences pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Tout ce que j'ai vu, c'est ce qui fonctionne le mieux. On peut voir ici à gauche, il parle de problèmes, mais c'est plus des incidents. Donc, il va vous remonter les incidents sur les services, sur les bases de données, sur les hosts. Il va vous donner une vue globale de l'application ou des applications. Ça, c'est un truc, c'est une vue plus globale. Le synthetic monitoring, c'est ce qui va simuler les scénarios utilisateurs. Donc, plusieurs scénarios vont être simulés. Imaginons l'utilisateur clique sur cette
rubrique, ensuite sur celle-ci, ensuite il sauvegarde, ensuite il se déconnecte, ben, il va avoir un robot qui va simuler toutes ces actions et qui va donner le rendu et le statut. Si c'est vert, tout est bon, si c'est orange, etc. L'Updex, c'est un indice qui va donner une note sur le ressenti utilisateur. Donc, en fonction de la note, l'expérience utilisateur, elle va être soit optimale, soit dégradée, soit pauvre, ouais, etc. Donc, on peut l'avoir carrément par pays. Voilà pour les indicateurs applicatifs, aussi le temps de chargement. Ensuite, niveau service, ben, vous allez voir au sein d'une même application, donc tu peux avoir plusieurs services, ou l'inverse. Donc, le taux d'erreur sur des appels, sur des requêtes, sur des actions. Le temps de réponse moyen, on peut savoir, on peut identifier sur quelle action on a le plus haut taux de réponse. Par exemple, une application peut bien fonctionner, un service web peut bien fonctionner, mais on va dire sur le fait d'afficher une liste de toutes les réservations, ben, ça va prendre énormément de temps. Ben, on va pouvoir détecter ça ici. Voilà pour le monitoring des services. Infrastructure, pareil, donc c'est ce qui va porter les applications et les services. Donc, le CPU des machines, les mémoires utilisées. Donc, si on détecte un seuil de CPU dépassé, on va arriver à 80%. Ben, avant même ça, on peut remédier et corriger et dissiper cette CPU pour ne pas avoir l'incident plus tard. Pareil pour la mémoire, pour l'espace disque, etc. Base de données, il y a des indicateurs aussi, comme vous pouvez le voir, les requêtes les plus lentes, etc. Juste celui-là, sachant que si c'est bien fait, ça doit être le cas, on doit normalement brancher ces outils de monitoring à notre outil de ticket pour créer automatiquement des incidents lorsqu'il y a un seuil qui a atteint ou lorsqu'un indicateur est dans le rouge. La gestion du backlog incident, je l'ai mis carrément avant que l'incident arrive. Pourquoi? Parce que c'est très utile d'avoir un backlog propre. Qu'est-ce que je veux dire par backlog? Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce terme. Donc, c'est le nombre d'incidents qui sont en cours de traitement par une même équipe. Si l'équipe, prenons un exemple ici, avec l'ancienneté qui représente l'ancienneté des tickets, le aging ticket. Si une équipe a 8 tickets qui datent, 8 incidents, quand je dis tickets, c'est des tickets incidents, 8 incidents à traiter, une équipe a 8 incidents à traiter qui datent de plus de 7 jours, 8 incidents qui datent de plus d'une semaine, 5 incidents qui datent de plus de 2 jours, etc. Ben, lorsqu'un énième incident va arriver, il risque de ne pas le voir, surtout si de ne pas se mettre tout de suite dessus, surtout si cet incident euh, n'est pas si critique que ça, ou s'ils ont déjà des incidents critiques dans leur backlog. À droite, c'est la gestion, c'est la répartition du backlog par priorité. Donc là, on peut voir que work in progress, c'est-à-dire des tickets sur lesquels l'équipe est en train de bosser, il y en a 0. Par contre, des tickets assignés mais non pris en compte, il y en a 2. Bon, je risque de vous perdre avec celui-là, mais voilà, on peut avoir une répartition par priorité. C'est important d'avoir une vue sur le backlog, c'est ce qu'on fait en gestion des incidents. Avant, dès que les incidents arrivent, tous les jours, on vérifie, on fait une revue des backlogs des équipes support par priorité et on voit si ces backlogs sont bien gérés ou si on a une explosion du nombre d'incidents. Ça peut nous alerter sur une incapacité d'une équipe à traiter les incidents. Peut-être qu'elle a trop d'incidents, peut-être qu'ils ne sont pas assez stuffés au niveau de l'équipe, peut-être qu'ils n'ont pas les skills, etc., etc. On passe à la troisième partie, rétablir le service. Vous souvenez-vous, avant, on était avant l'incident, les contrôles en amont qu'on peut mettre en place. Là, c'est pendant l'incident. Donc, on est ici. On va voir la détection, la vérification, la réaction. Quand je dis réaction, c'est la prise en compte.
et ensuite la résolution. Et on va essayer de diminuer au maximum ce temps. Parce que puisqu'il y a des incidents qui peuvent être résolus en 1 heure, d'autres en 2 jours, en 3 jours, en une semaine, il y a de tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer au maximum cette période? Donc, c'est les périodes un peu plus détaillées. Premièrement, la détection, la communication. Deuxième, la priorisation. Deuxièmement, l'investigation, la collaboration entre les équipes, la documentation. Troisièmement, la résolution, la vérification. Et bien sûr, on trace tout ça dans la documentation. Et puis ça sera vu plutôt dans le dernier chapitre, comment on peut s'améliorer. Donc l'objectif, comme j'ai dit, c'est de diminuer le temps passé dans chacune de ces étapes. Pour ce faire, on peut déjà répartir les incidents par priorité et les évaluer dès qu'ils arrivent, dès qu'ils se produisent. Donc si un incident se produit, est-ce qu'il est critique? Donc c'est un P1. Est-ce qu'il est grave? Ça va être un P2. Est-ce que ça va être un incident de priorité moyenne? Un P3. De priorité faible? Un P4. Donc c'est déterminé par l'urgence et l'impact. L'impact, ça va être l'étendue de l'incident. Est-ce que c'est totalement indisponible? Est-ce que le service est totalement disponible? Est-ce qu'il est dégradé? Est-ce que ça concerne un pays? Est-ce que ça concerne une personne? Est-ce que ça concerne un bâtiment, un service? Tandis que l'urgence, ça va être la rapidité avec laquelle on aimerait que l'incident soit résolu. Et donc ça va être déterminé par la criticité du service. Si c'est un service financier, un service de paye, j'imagine que ça va être critique. Par contre, si c'est un service pour le CE, désolé pour ceux qui bossent dans les CE, mais peut-être que ça sera moins critique. C'est le CE, on peut pas aller sur le site du CE. Donc ça va déterminer l'urgence. Voilà pour la matrice de priorité. Une fois qu'on a la priorité, imaginons, on sait que c'est un incident majeur, ben, on va devoir envoyer une communication pour prévenir l'IT, le management et le business. Donc, j'ai pris un exemple de communication sur Internet. Le numéro d'incident, le statut, s'il est ouvert, s'il est en cours, s'il est terminé, etc. La priorité, la date de début, de fin, le détail de l'incident. Celui-là, on ne va pas se cacher, c'est trop détaillé pour une communication incident. Il n'y a pas besoin d'aller autant dans les détails. L'intérêt, c'est de prévenir qu'il y a un incident qui est en cours et le business impact que ça engendre. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'ils disent? C'est des appels. euh, ok, des utilisateurs qui sont déconnectés. Voilà. Et l'incident timeline, on va tenir informé le management des actions en cours et des avancées au niveau des investigations. Une fois tous les X temps, on envoie une mise à jour pour dire on a fait ça, 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 on en est à cette étape. Au moins le business est rassuré. Le management IT est rassuré, il sait que c'est en cours et que c'est bien pris en compte, qu'on n'est pas en train de mettre ça sous le tapis, etc. Une des actions de l'incident manager, ça va être pendant ce temps de coordonner les actions. Il va coordonner les actions. Pardon. J'ai mis ici un signe de base de données, donc les équipes DBA. Il va coordonner les équipes réseau, les équipes infra. Ça, je ne savais pas quoi mettre comme icône pour dire une application, mais voilà, les équipes applicatives. Pourquoi lui? Parce qu'il va être le point de contact pour les incidents majeurs, surtout pour ces points-là, en fait. Il a une vue transverse, contrairement à toutes ses équipes. Donc, il connaît toutes les équipes qui peuvent être, qui nécessitent d'être sollicitées pour ce type d'incident. Il centralise tous les contacts. Des fois, ces équipes, même si en best practice, bien sûr, on doit avoir une page Confluence ou SharePoint qui va répertorier les contacts
qui est mise à jour, mais ils n'ont peut-être pas le temps, ils ont le nez dans le guidon. C'est ça aussi l'utilité d'une équipe dédiée à la gestion, à la prise en compte des incidents, qui vérifie que tous les incidents avancent et qu'ils soient pris en compte. Pourquoi? Parce que toutes ces équipes peuvent avoir le nez dans le guidon, elles sont focalisées sur leur partie, sur rétablir le service le plus vite possible. Donc on est là, nous, pour suivre les incidents, de leur création à leur résolution, et on va permettre aux équipes techniques de se concentrer sur les investigations. C'est très important. Parce qu'imaginons qu'ils aient à faire tout ce qui est administratif autour de ça, communiquer, etc. Ben, vous imaginez bien qu'ils ne seraient pas aussi performants. Je vous ai mis un exemple, je ne sais pas comment illustrer ça. Donc, coordonner les actions. Je vous ai mis un cas concret. J'étais dans un call de crise et j'ai toutes ces infos en même temps. Il y a une équipe qui dit, et vraiment, ça parle, tout le monde parle en même temps, quels sont les derniers changements réseau pour voir d'où pouvait venir un incident. On demande des vérifications en base de données. Il y a une équipe qui dit qu'ils sont en train de préparer un fixe. Une autre équipe qui demande modifié depuis la dernière MEP, qui peuvent expliquer cet incident. Une équipe qui demande un check côté business, combien de factures en attente, puisque c'est un incident qui a impacté la génération de factures pour les clients finaux. Une équipe qui dit que l'équipe qui fait le fixe, qui dit qu'il y a une anomalie certificat qui les empêche de tester, ça en pré-prod avant le déploiement en prod. Une équipe qui demande qui propose d'exécuter une requête update sur un enregistrement pour voir s'ils peuvent le modifier manuellement, puisqu'automatiquement ça ne se fait pas. Et une autre équipe qui demande le nombre de transactions qui est en retry queue ou en poison queue, c'est-à-dire des transactions en attente d'être processées. Donc j'avais tout ça en même temps. Donc eux, les équipes techniques, ne vont pas s'embêter à prendre en compte chacun ce qu'il dit. Il va balancer son idée. Et nous, on doit faire en sorte de dire, OK, on prend celle-là, celle-là, on la met en attente, celle-là, OK. Où est-ce que tu en es ici? Combien de temps tu mets pour cette action? Combien de temps tu mets pour celle-ci? Etc., etc. Et on va centraliser toutes ces infos et on va les suivre. Donc ça, c'est plus vite, plus on arrivera à canaliser toutes ces infos et plus on sera efficace et on ne perdra pas une des idées ou une des pistes, parce que des fois, on peut en perdre en cours de route. Je vous partage le cycle de vie d'un ticket incident. Donc, on va le suivre, quand je disais qu'on va le suivre tout le long, ben, ça c'est un peu plus de détails sur les différents états. Donc, l'incident au départ, il vient d'être créé. Ensuite, il est en transit, c'est-à-dire quand il va être affecté à une équipe, il est en transit jusqu'à ce qu'il soit assigné à cette équipe. Une fois que l'équipe se l'approprie, dit OK, je prends en compte cet incident, je l'ai vu, je vais mettre quelqu'un dessus, il est en mode assigné. Quand quelqu'un travaille dessus et est en train de vraiment de troubleshooter et d'investiguer concrètement, quelqu'un de l'équipe qui est dépêché ou plusieurs membres de l'équipe sont dépêchés dessus, l'incident est en cours. Ensuite, des fois, il peut être mis en suspens si on a besoin d'une action d'un tiers. Des fois, c'est un éditeur qui ne fait pas partie des équipes techniques de la boîte. Donc, ça va être une autre équipe. Donc, on le met en suspens le temps d'avoir le retour de l'autre équipe jusqu'à ce qu'il soit résolu. Donc, nous, côté gestion des incidents, on va suivre l'incident au cours de toutes ces étapes et vérifier qu'il n'est pas bloqué à un endroit. Vous imaginez que chaque endroit, ben, il peut avoir un blocage ou une non prise en compte. Voilà pour le rétablissement du service. Une fois qu'on a fait le maximum et qu'on a rétabli le service, il faut éviter que ce service se reproduise. Et là, une grande part va revenir au problem management, même si il n'y aura pas eux qui seront impliqués, comme vous allez le voir par la suite. Donc là, pour rappel, on va se trouver ici. On est après l'incident. Retour à la normale, tout va bien. Ben là, il faut capitaliser sur ce qui s'est passé avant et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc là, ça continue en fait. Les utilisateurs peuvent de nouveau avoir accès à un service
dans un état nominal, etc. Mais c'est pas fini pour nous. On va commencer par définir ce que c'est un problème, puisque, comme j'ai dit, le problème management sera très impliqué dans cette dernière partie. C'est une situation où l'on recherche la cause d'un ou plusieurs incidents. Je n'ai pas trouvé de définition vraiment parfaite. Chacune avait ses inconvénients, j'ai pris celle-là. Donc, imaginons, on a un incident ou plusieurs incidents qui ont une cause commune, mais on ne la connaît pas. Enfin, qui peuvent avoir une cause commune, mais voilà, en gros, c'est plusieurs incidents, un ou plusieurs incidents qui ont une cause inconnue. Donc là, on va générer un ticket problème pour tenter de trouver cette cause. On a besoin de trouver la cause de l'incident pour être sûr que ça ne se reproduise plus. Parce qu'avant, on a traité que les symptômes. Maintenant, il faut traiter les causes. Je vous donne un exemple ici d'un rapport incident. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'incident, on a dit que l'incident est terminé. Ben là, les équipes d'incident manager vont produire un rapport d'incident. Pourquoi il est important et pourquoi il va servir pour les problèmes managers? On va voir ça tout de suite. Puisque on va consigner dans ce rapport d'incident tous les détails qu'il y a eu pendant l'incident. Les détails, que ce soit par heure, par impact. On peut dire qu'au début, c'était dégradé, après c'est devenu indisponible, après c'est revenu, après il y a eu ça, ça. Tout ce qui a fluctué, vraiment tout ce qui s'est passé, on va le loguer. Ça va permettre aux équipes techniques plus tard d'avoir vraiment toute la chronologie de ce qui s'est passé. Donc tous les détails qu'on a, heure par heure, minute par minute, on donne déjà une première analyse de la route cause, puisque nous, en tant qu'incident manager, on a participé à tout ça. Les équipes, elles nous ont donné tous les éléments nécessaires dans dans le call de crise ou dans le chat de crise. Et donc, on va pouvoir déjà faire une ébauche de l'analyse de la route cause. On peut dire que une première cause, c'est ça, mais à vérifier. Et on peut même, à la suite, lancer des actions correctives, avant même d'avoir le RCA, mais en général, c'est plutôt rare. C'est pour ça, mettez-le en parenthèse, là. Ce qui est en bas, ça ne va pas être tout le temps le cas. Ici, on montre, une fois que le rapport d'incident est créé, on passe à la gestion des problèmes, puisque les problèmes managers vont utiliser ce rapport incident pour créer un problème. En général, ce que je vous dis, c'est le cas pour les incidents graves et critiques, les P1, P2. Les incidents moins graves, ils peuvent créer directement un problème sans le rapport incident. On ne va pas faire un rapport incident pour des incidents de priorité moyenne ou faible. Mais je préfère vous donner cette image complète. Donc, la gestion des problèmes, les étapes. Premièrement, l'identification du problème. On va l'enregistrer. C'est très important de bien l'enregistrer et qu'il soit retrouvable facilement pour que si on a affaire à un même incident ou un incident similaire ou de même impact, on puisse retrouver tout de suite le problème pour voir ce qui a été dit dessus, pour éviter que ça se reproduise. Problème contrôle, deuxième. Imaginons, OK, la cause, elle n'est toujours pas connue. On a un incident, on ne connaît pas sa cause, on a logué le problème, donc le problème est toujours en cours et il restera toujours en cours tant qu'on n'aura pas trouvé la cause du problème et qu'on n'y aura pas remédié. Donc imaginons, j'ai une liste de problèmes qui sont toujours ouverts, donc on ne connaît pas la cause de ces incidents-là. Eh bien, je vais devoir faire une étude de faisabilité. OK, on a cette option sur la table. Imaginons on a trouvé la cause. On a cette option sur la table pour enrayer, pour effacer cette cause, pour éviter que ça ne se reproduise plus. Est-ce que c'est faisable techniquement? Est-ce que c'est faisable au niveau du timing, etc. Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que c'est faisable aussi niveau prix, rapport qualité-prix? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une telle solution? Parce que des fois, pour régler des problèmes, ça peut demander beaucoup de ressources. Une fois qu'on a décidé
et que le problème est résolu, on passe à l'Error Control, c'est la KEDB, Non-Error Control Database, je veux dire. On va loguer ces erreurs connues dans une base de données. Donc, on va dire pour telle erreur, telle action pour la résoudre. Pour telle erreur, telle action pour la résoudre. Telle erreur, telle action pour la résoudre. De sorte que si une équipe technique tombe sur un incident et qu'elle ne connaît pas qu'elle ne sait pas comment le résoudre, ben, elle va pouvoir chercher dans cette KEDB comment résoudre, s'il y a déjà eu une solution apportée à une situation similaire. Donc c'est à ça que ça va servir, la gestion des problèmes. Pour vraiment, ça va permettre de capitaliser sur notre résolution d'incidents. Ensuite, l'analyse, on peut faire une analyse des tendances au niveau des problèmes. Par exemple, là, je vous ai mis un exemple de dashboard qu'on peut avoir. Comme je vous avais montré un dashboard pour d'analyse du backlog incident, ça, c'est une analyse du backlog problème, on peut dire ça. Donc, ça va donner le nombre de problèmes majeurs en cours, le nombre de non-erreurs, donc les erreurs connues qui ont été fermées. Ici, on peut avoir un top 10 des équipes de support qui ont le plus de problèmes. Imaginons, vous avez une équipe qui a 20 problèmes, comme ici c'est écrit. Imaginez, ils ont 20 incidents qui sont déjà résolus, qui doivent analyser pour trouver à quoi c'est dû, sachant que les problèmes, ça prend beaucoup de temps, puisqu'on est dans l'analyse, dans la finesse, etc. Donc on peut se dire, ah, cette équipe, elle n'y arrive vraiment pas, il y a un problème. Soit il y a quelque chose de sous-jacent, en fait. Soit c'est une application qui est ultra instable, soit c'est une équipe support qui n'a pas les ressources nécessaires, etc. Ici aussi, vous pouvez même faire un top 10, par exemple, des services sur lesquels il y a le plus de problèmes. Si vous en avez une qui dépasse les autres de loin, ben, on va se focaliser sur celle-là et dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est au niveau du code qu'il y a un souci? Est-ce que c'est au niveau du passage en production? Il n'y a pas toute la checklist qui a été vue, celle que je vous ai montrée. Est-ce que c'est au niveau de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est au niveau des équipes de résolution, des équipes problèmes qui vont investiguer sur le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a une seule et même application qui revient? Pourquoi est-ce qu'elle est autant incidentogène? Est-ce que c'est un manque de skills, concrètement? Ça peut être aussi un manque de compétences. Problème par impact, donc en fonction des priorités, et la résolution des problèmes contre le workaround. Un workaround, c'est une solution de contournement. Quand un problème est toujours en cours, ben on met une solution de contournement en place des fois, le temps de trouver la résolution finale. On va dire, c'est du sparadrap, mais ça fonctionne, ça assure le service quand même. Voilà pour l'analyse des problèmes. C'était notre dernière partie. Donc, je vous ai montré comment réduire ça en amont, comment réduire le délai de résolution pendant et comment éviter que ça se reproduise. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que je vous ai perdu et que vous êtes tous en train de dormir? Non, non. Non, merci, merci Hamza. Moi, j'avais une première question. Yes. Parce que là, je voulais savoir si chaque entreprise avait ses propres process de gestion des incidents ou s'il existait des méthodes un peu globales qui sont reconnues par tout le monde. Ah, il faut avoir sa propre gestion des incidents. Les méthodes globales ou les best practices utiles, c'est vraiment dans les grandes lignes et c'est vraiment à chaque entreprise d'adapter en fonction de son écosystème. OK. Et est-ce qu'un incident manager, il peut être spécialisé dans un type de problème? Enfin, t'en as donné plusieurs, mais par exemple, il y a une équipe qui fait que du réseau, une équipe qui fait que de l'applicatif, etc. En général, l'incident manager, quand je parlais de ça, j'aurais peut-être dû le préciser, c'est quelqu'un qui est fonctionnel, qui n'est pas technique. Il veille juste à ce que les incidents soient résolus le plus vite possible et qu'ils sont bien suivis.
Par contre, chaque équipe, effectivement, l'équipe réseau, l'équipe base de données, l'équipe fonctionnelle, etc. Chaque équipe, au sein de sa même équipe, normalement, la bonne pratique, va avoir des personnes dédiées à la résolution d'incidents, d'autres personnes dédiées au développement et au build, donc pour développer le périmètre, d'autres pour venir résoudre des incidents. Donc oui, chacun, il peut y avoir des spécialités. Après, il y a des entreprises qui aiment faire un roulement. Ils aiment avoir ce qu'on appelle des DevOps. Donc, tous, ils savent développer et ils savent maintenir une application en bon état de fonctionnement. Mais d'autres, ils vont dire non, vous faites que de la maintenance applicative, résolution d'incidents, et vous faites que du développement, que de l'amélioration. C'est deux modèles différents. Ok, merci. D'autres questions? À moins que tout est clair, à moins que ça vous ait ennuyé, n'hésitez Moi, pas. j'ai une question, Hamza. Qu'est-ce qui différencie un P1 d'un P2? Qu'est-ce qui fait que c'est extrêmement urgent et plutôt grave? Alors, c'est une bonne question parce que les deux, en général, on les considère comme graves, on va dire. Ouais. Le P1, en général, de ce qui est commun dans l'entreprise, le P1, c'est quand vraiment il n'y a rien qui marche, Ouais. ou sur une application, un service ou un site, ou une fonctionnalité ultra impactante. Par exemple, je donne un exemple. Tu fais au hasard, hein, c'est pas un exemple que j'ai connu, mais tu veux acheter un téléphone, un Samsung, sur un site web, téléphone Samsung, t'achètes. Donc tout fonctionne. Ouais. Au moment du paiement, ça marche pas. Mhm. Ça, c'est un P1. Parce que c'est une fonctionnalité grave. Par contre, tu vas avoir un P2 si par exemple, euh, ben, c'est lent. Donc, Ok. premier clic, tu vas cliquer, tu vas avoir des lenteurs en fait. Le scénario que tu vas exécuter, toi, ce que tu vas faire, Mhm. tes actions 1, 2, 3, 4 pour aboutir à l'achat du téléphone portable, ben, c'est lent. Ben, là, tu vas avoir un P2. C'est Ok. quand même grave parce que l'utilisateur final, on parle d'utilisateur final, son expérience utilisateur est dégradée, mais c'est pas un P1 parce que quand même, il a pu acheter son téléphone et c'est Ouais, pas ouais. trop mal, quoi. Ok. Ok. Ça marche. Et le côté process, documentation, est-ce que c'est réellement quelque chose que vous suivez, surtout en état de crise? Non, le process documentation, le mieux, c'est d'avoir un knowledge manager, un Ouais. KM qu'on appelle, ou un process manager qui veille à ce que justement tout soit documenté. Par contre, côté incident, oui, nous, ce qu'on peut faire, c'est après l'incident ou même pendant, on veille à ce que le chat technique soit bien mis à jour par les équipes. Des fois, c'est nous, on est obligé de le mettre à jour parce qu'elles sont occupées. Et Mhm. le ticket aussi. On fait en sorte que le ticket soit correctement rempli, le ticket incident, parce que c'est là où tout est renseigné. Puisque Ok. après, si on veut revenir dessus, voilà, il faut qu'on ait tous les éléments. Donc ça, oui, on fait gaffe, mais voilà, sur notre périmètre. Après, c'est à eux. Le non-error, etc., ça va être plutôt côté problème. Et côté change, c'est les change managers qui vont vérifier que le contenu du changement est bien renseigné, bien détaillé. Ok. Chacun sa partie, quoi. Ok, je vois. Mais en conclusion, voilà, c'est que vraiment, tous les acteurs, du début à la fin, sont concernés et tous sont impliqués de près ou de loin et tous vont contribuer à la diminution des incidents. C'est pas seulement les équipes qui vont résoudre l'incident. C'est ce message que je voulais faire passer. Ok. D'autres questions? Hmm. Et en moyenne, du coup, au quotidien, vous arrivez à gérer, à clôturer les incidents, tu peux en clôturer des tickets à la journée ou est-ce que ça met obligatoirement un petit peu de temps parce qu'il y a différentes parties qui sont impliquées, etc. Effectivement, l'idéal, c'est bien sûr de les fermer tout de suite, sachant qu'il y a des tickets, ce que j'ai pas dit parce que je voulais pas trop vous embrouiller, mais il y a des impacts qu'il va y avoir sur le business. Imaginons, Mhm. Wineo, Ouais. il y a des incidents, ça va vous toucher toi, Camilla,
Philippines, etc. Mais il y a des incidents qui vont toucher des personnes qui vont utiliser vos services. Cela, Ouais, c'est ouais. bien plus grave. Mhm. D'accord. Ben voilà, donc c'est en général ce qui touche les utilisateurs externes. On évite vraiment qu'ils durent plus d'1 heure ou 2 ou une journée. Ouais. Par contre, des outils internes, ben, des fois, ça peut prendre plus de temps puisqu'on ne va pas forcément les prioriser, tu vois. Ça va Ouais. être des P3, etc. Bien Les sûr, ouais. équipes vont avoir d'autres incidents à gérer. Et comme tu as dit, des fois, il peut avoir besoin de plusieurs actions en cascade. Une action par telle équipe, une autre action par celle-là. Et donc, c'est à nous de faire en sorte que ça ne soit pas oublié. Tu vois, parce que ça peut facilement passer aux oubliettes. Les équipes techniques, elles ont beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Ok. Moi, c'était tout. J'avais pas d'autres questions. Parfait, 59 minutes. On est dans les temps. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Hamza. Du coup, Merci beaucoup. j'ai enregistré le Merci. webinaire, donc je vais le partager sur Steeple pour tous ceux qui étaient intéressés. Et je veux bien que tu m'envoies aussi le support, comme ça je le mettrai avec. Super, merci à tous. Super, merci. Excellente Merci journée. à tous. Très bonne Merci journée. beaucoup. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci.